Au printemps de 1980, 6 individus armés ont fait irruption dans l'ambassade d'Iran à South Kensington, Londres, Angleterre, où ils ont pris en otage 26 personnes, y compris des visiteurs, du personnel et même un policier. Au cours de 5 jours, le groupe d'hommes armés a formulé diverses exigences, mais les progrès étaient lents et les responsables britanniques étaient davantage intéressés par la négociation pour le retour sain et sauf des otages. Le 6e jour, après la mort d'un otage, le Special Air Service a mené un assaut tuant tous les hommes armés sauf un. Ce siège a non seulement propulsé le Special Air Service sous les projecteurs, mais il a également renforcé le gouvernement britannique et les carrières de plusieurs journalistes qui s'étaient retrouvés pris entre deux feux. Voici l'histoire du siège de l'ambassade d'Iran à Londres. Bienvenue dans Guerre du monde. Les 6 hommes qui ont planifié et mené le siège de l'ambassade d'Iran étaient tous membres du Front révolutionnaire démocratique pour la libération de l'Arabistan, un groupe militant dirigé par le nationaliste arabe Owen Ali Mohammed. Le but du Front révolutionnaire démocratique pour la libération d'Avaz, qui a opéré entre 1979 et 1980, était d'obtenir l'indépendance de la province de Khouzestan en Iran, une région riche en pétrole qui fournissait au pays une grande partie de sa richesse. Le groupe est apparu à la suite de la révolution iranienne de 1979, qui a vu le renversement de la monarchie du pays, et il était soutenu par l'Irak, dirigé à l'époque par Saddam Hussein. Selon le chef du Front révolutionnaire démocratique pour la libération d'Avaz Owen Ali Mohammed, l'attaque contre l'ambassade a été provoquée par l'écrasement de leur identité par ceux qui étaient au pouvoir en Iran, les Shahs. Dans un enregistrement audio entendu par la British Broadcasting Corporation, l'un des hommes impliqués a déclaré qu'il avait rejoint la révolution dans l'espoir que la nouvelle direction, je cite, « leur donnerait la liberté qui avait été volée par le Shah et son père ». Fin de citation. Cependant, une fois au pouvoir, les nouveaux dirigeants ont oublié toutes leurs promesses faites au peuple. De plus, le complot a été inspiré par un événement similaire à Téhéran, où le personnel et les visiteurs de l'ambassade des États-Unis ont été pris en otage. Aoun Ali Mohammed n'avait que 27 ans au moment du siège de l'ambassade iranienne. Il était politiquement actif depuis l'université et affirmait avoir des cicatrices dues à son emprisonnement et à la torture par la police secrète du Shah, la organisation de renseignement et de sécurité nationale. Les autres hommes impliqués dans l'assaut étaient Shakir Abdullah Radil, le second de Mohammed, et 4 hommes armés, Maki Hanoun, Demir Mohammed Hussein, Shakir Sultan Saïd, Fauzi Badawi Nejad, qui n'avait que 22 ans et fut le seul à survivre au complot. Utilisant un passeport irakien, Muhammad est arrivé à Londres le 31 mars 1980, accompagné de 3 des autres hommes. Leur priorité était de trouver un logement pendant la préparation de l'assaut. Ils ont commencé à louer un appartement à Earl's Court, dans l'ouest de Londres. Au cours des jours suivants, jusqu'à 12 hommes ont rendu visite à la maison, entrant et sortant à toute heure de la journée. Le 30 avril, le groupe a informé son propriétaire qu'il serait absent pendant une semaine pour visiter Bristol, qu'à leur retour, ils repartiraient en Irak, n'ayant plus besoin de l'appartement. Leur dernière visite chez eux à Earl's Court remontait à ce matin-là. Ils sont partis à 9h30 du matin, puis sont allés s'armer de pistolets, de grenades et de mitraillettes avec des munitions. Bien qu'on ne sache pas exactement où les armes ont été récupérées, il a été suggéré que les armes à feu de fabrication soviétique avaient été introduites clandestinement dans une valise diplomatique irakienne. Une étude universitaire de 2014 a ensuite conclu que les hommes responsables du siège de l'ambassade avaient été recrutés et formés par le gouvernement irakien qui soutenait de nombreux mouvements séparatistes à l'approche de la guerre Iran-Irak. Le groupe de 6 est arrivé à l'ambassade d'Iran juste avant 11h30 ce même jour. À 11h30, les 6 hommes armés ont fait irruption dans l'ambassade sur Princess Gate à South Kensington. Un agent de police seul, Trevor Locke, qui était de service et gardait l'ambassade, portait un revolver, mais il a été rapidement maîtrisé avant de pouvoir dégainer son arme. La fouille de l'agent par un des hommes armés n'a rien révélé, son revolver est resté caché. Il a ensuite refusé de manger, de boire ou d'enlever son manteau, de peur que les hommes ne voient l'arme. Il leur a dit qu'il préférait garder sa veste pour préserver son image d'agent de police. Pendant le siège, 26 otages ont été capturés sur les 29 occupants de l'ambassade.
Ceux qui ont réussi à s'échapper l'ont fait soit en sautant par une fenêtre du rez-de-chaussée, soit en enjambant une rambarde au premier étage pour rejoindre l'ambassade d'Éthiopie voisine. Les personnes capturées étaient principalement des Iraniens et des employés britanniques de l'ambassade. Mais il y avait aussi plusieurs journalistes présents, dont Mustafa Karkouti, un Syrien qui vivait à Londres depuis 1970. Karkouti se préparait à interviewer l'attaché culturel lorsque l'homme armé est entré dans le bâtiment. Était également présent le journaliste Mohammad Achir Farouki, qui était là pour interviewer un autre responsable iranien, ainsi que Sim Harris et Chris Kramer, tous deux employés de la British Broadcasting Corporation qui cherchaient à obtenir des visas pour se rendre en Iran après la Révolution. La police britannique est arrivée sur les lieux peu de temps après avoir reçu des signalements de coups de feu et 10 minutes plus tard, elle a été rejointe par des membres du groupe de protection diplomatique de la police métropolitaine, souvent abrégé en groupe de protection diplomatique. Notamment, c'est ce même groupe pour lequel l'agent Trevor Locke travaillait. Au début, la police a tenté d'encercler le bâtiment, mais elle s'est rapidement dispersée lorsqu'un des preneurs d'otages est apparu à la fenêtre et a menacé d'ouvrir le feu. Environ une demi-heure plus tard, le commissaire adjoint John Dello est arrivé sur les lieux. En tant qu'officier supérieur, il a pris le commandement de l'opération, établissant une base de police dans une école maternelle plus bas, dans la rue. Rapidement, la brigade spécialisée des armes à feu et des agents de surveillance ont été appelés en renfort. Pendant ce temps, le commissaire principal Max Vernon est arrivé pour diriger les négociations avec les preneurs d'otages, assisté d'un psychiatre et d'un autre négociateur. Vernon avait été reconnu pour son succès dans les négociations lors du siège de Balcombe Street en 1975, où l'armée républicaine irlandaise avait pris en otage un couple pendant 6 jours lors d'une confrontation avec la police métropolitaine. La police a finalement réussi à remettre aux hommes armés un téléphone de campagne, qu'ils pouvaient utiliser pour communiquer leurs exigences, et à 15h15, Owen Muhammad a formulé la première demande du groupe. Il voulait la libération de 91 Arabes détenus dans des prisons au Khouzistan. Le groupe a aussi imposé un délai serré, exigeant la libération des prisonniers avant midi le jour suivant. Ils ont affirmé que si leurs exigences n'étaient pas respectées, ils feraient exploser l'ambassade et tueraient les 26 otages ainsi qu'eux-mêmes à l'intérieur. Peu de temps après, des journalistes sont arrivés sur les lieux pour couvrir l'événement, tandis que des manifestants iraniens se sont également rassemblés, restant près de l'ambassade pendant toute la durée de la crise et s'affrontant parfois avec la police. Pour garder le contrôle de la situation, le comité d'urgence du gouvernement britannique, appelé Cabinet Office Briefing Rooms, s'est réuni pour discuter de la situation. En l'absence de Margaret Thatcher, première ministre britannique, la réunion fut présidée par William Whitelaw, ministre de l'Intérieur, en présence de nombreux hauts responsables, conseillers experts et ministres du gouvernement. Bien que le gouvernement iranien ait été informé de l'événement, il aurait accusé les gouvernements américains et britanniques de soutenir le siège, affirmant qu'il s'agissait de représailles au siège de l'ambassade américaine à Téhéran. Plus tard dans la journée, à 16h30, le preneur d'otages a libéré l'otage Frida Mozafarian. D'après tous les témoignages, elle était malade depuis le début de l'attaque et bien que Mohamed ait demandé qu'un médecin soit envoyé à l'ambassade pour la soigner, la police avait refusé. Mohamed a rapidement été trompé par les autres otages qui lui ont dit que Frida était enceinte et elle a finalement été libérée alors que son état de santé s'aggravait. Le lendemain, le 1er mai, 2 équipes du Special Air Services ou Special Air Service sont arrivées à Londres depuis Hereford. Avant le siège du 1er mai 1980, les activités du Special Air Service étaient largement inconnues des civils, et il semblait plus être une unité mythique et indéfinie de l'armée qu'autre chose. En fait, le Special Air Service avait été créé pendant la Seconde Guerre mondiale pour mener des campagnes plus non conventionnelles par rapport aux troupes régulières. Des unités militaires similaires ont été créées par d'autres gouvernements européens après le massacre de Munich en 1972, les Allemands fondant le Grenzschutzgruppe 9 et les Français le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Après ce massacre, le gouvernement britannique a également créé une unité distincte au sein du Special Air Service, la Counter Revolutionary Warfare, qui était chargée des opérations antiterroristes et anti-détournement. Le Special Air Service était bien équipé pour gérer le siège de l'ambassade d'Iran. Il disposait de gaz lacrymogène, de grenades assourdissantes, de pistolets à mitrailleurs et d'explosifs. Et dans les premières heures du 1er mai, l'une des équipes a été déplacée dans l'un des bâtiments voisins, au 14 Prince Gate, qui est normalement le siège du Royal College of General Practitioners.
Plus tard dans la matinée, un otage a dû appeler la British Broadcasting Corporation. Mohamed a pris le téléphone et a parlé directement avec le journaliste. Mohamed a affirmé que les otages non iraniens ne seraient pas blessés. Et il a expliqué que lui et ses hommes faisaient partie du DCAR-FLA. Cependant, lorsque le journaliste a demandé à parler aux otages, l'appel a été interrompu sur refus. Après avoir découvert les événements, la police a coupé les lignes téléphoniques et le système de téléx du bâtiment, ne laissant aux hommes armés que l'option d'utiliser le téléphone militaire. Plus tard dans la matinée, le journaliste Sim Harris a utilisé le téléphone pour demander à la police de solliciter un médecin. C'était parce que son collègue Chris Kramer semblait aller très mal. Il sera révélé plus tard que Kramer exagérait la gravité de ses symptômes dans le but d'inciter le preneur d'otages à libérer certains otages. Cependant, le négociateur de la police a refusé de laisser entrer un médecin et a dit à Sim Harris de convaincre le groupe de libérer Kramer. Le groupe était hésitant et la matinée a été consacrée aux négociations. Le preneur d'otages a fini par libérer Kramer vers 11h15. Bien que Kramer ait exagéré ses symptômes, il était vraiment malade et a dû être hospitalisé. Au cours des 45 minutes suivantes, la police a de nouveau parlé avec Mohamed. Ils étaient parfaitement conscients que l'échéance de midi de la veille approchait rapidement et bien qu'ils ne croyaient pas que les hommes aient les moyens de faire exploser tout le bâtiment, ils ont néanmoins persuadé Mohamed de repousser son ultimatum à 14h. Suite à cela, et après avoir pu parler avec Kramer, les autorités ont décidé de laisser passer l'échéance, ce qui s'est fait discrètement. Aucune nouvelle ne vint du groupe DRFLA jusqu'à plus tard dans l'après-midi, lorsque Mohamed exigea que les médias britanniques diffusent une déclaration qui aborderait leurs différends avec les responsables iraniens et qu'ils bénéficieraient ensuite d'un passage sécurisé hors du Royaume-Uni. Ce soir-là, les tensions montèrent à l'ambassade quand Mohamed remarqua des bruits venant de l'ambassade éthiopienne voisine. Lorsqu'il exigea que l'agent Locke identifie la source du bruit, Locke lui répondit qu'il s'agissait de souris qui couraient dans les vieux murs du bâtiment. En réalité, des techniciens percèrent des trous dans les murs afin d'y installer des dispositifs d'écoute. Pour tenter d'apaiser les soupçons de Mohamed, le gouvernement ordonna à British Gas de commencer à forer dans une rue voisine sous prétexte de réparer une conduite de gaz. Ils espéraient que ce bruit couvrirait celui des techniciens, mais cela n'a fait qu'agiter davantage les hommes armés. Alors, Cobra a plutôt organisé le passage d'avions en route vers et depuis l'aéroport de Londres Heathrow pour qu'ils survolent l'ambassade à basse altitude. Le matin du 2 mai, le troisième jour du siège, Mohamed s'est approché de la fenêtre et a exigé que son groupe ait accès au système Telex. Il a affirmé qu'il tuerait Abdul Fazieh Zati, l'attaché culturel. La police a cependant refusé de rétablir l'accès au système Telex et Abdul a été repoussé de la fenêtre par Mohamed, qui a ensuite exigé qu'on le laisse parler à quelqu'un de la British Broadcasting Corporation qui connaissait Sim Harris. Le supérieur de Harris, Tony Crabb, a été contacté par les autorités et amené sur place. Mohamed a de nouveau exigé que lui et ses hommes puissent quitter le Royaume-Uni en toute sécurité sous l'organisation de 3 ambassadeurs de pays arabes et que les médias diffusent la déclaration du groupe détaillant leurs revendications. Plusieurs ambassades, dont celles d'Algérie, de Jordanie, du Liban, de Syrie, du Qatar et du Koweït, ont été contactées et il leur a été demandé si leurs ambassadeurs accepteraient de parler avec les otages. L'ambassadeur de Jordanie a refusé immédiatement, tandis que les autres ont dû consulter leur gouvernement. Entre-temps, la British Broadcasting Corporation a diffusé la déclaration du groupe, mais Mohamed n'a pas apprécié la version diffusée, la jugeant très abrégée et incorrecte. Plus tard, la police a interrogé le gardien sur les mesures de sécurité de l'immeuble, notamment une porte blindée en acier et des fenêtres en verre renforcées. Mohamed a contacté la police à 6h du matin le lendemain, estimant que la British Broadcasting Corporation avait bâclé sa déclaration et celle de ses hommes. Il a ensuite allégué que la police l'avait trompé et a ordonné aux autorités de le laisser parler avec un ambassadeur arabe. Cependant, ils attendaient les réponses des pays contactés et en ont informé Mohamed. Mohamed, pour sa part, croyait que les autorités britanniques utilisaient une tactique de retardement et a répondu en leur disant que les otages britanniques seraient désormais les derniers à être libérés parce qu'ils lui avaient menti. Il a exigé de reparler à Tony Crabb, menaçant de tuer un otage si ses demandes n'étaient pas satisfaites.
Krab, cependant, n'est arrivé que 10 heures plus tard, ce qui a frustré non seulement Mohamed et ses hommes, mais aussi Sim Harris. Mohamed a remis une autre déclaration à Krab, la police acceptant de diffuser le message si 2 otages étaient en libérés. Les otages ont alors décidé entre eux qui devaient être libérés. Plus tard dans la nuit, une équipe du Special Air Service a découvert un puits de lumière sur le toit de l'ambassade. Ils ont déverrouillé le bâtiment au cas où ils en auraient eu besoin plus tard et ont attaché des cordes pour descendre en rappel si nécessaire. Le lendemain, le 4 mai, d'autres discussions ont eu lieu avec des pays arabes, mais peu de progrès ont été réalisés car les ambassadeurs souhaitaient garantir aux hommes un passage sûr hors du Royaume-Uni, estimant que c'était le seul moyen d'éviter la violence et l'effusion de sang. Le gouvernement britannique a refusé cette idée, voulant que les hommes soient arrêtés. Le 5 mai, Mohamed a réveillé l'agent Locke, le convainquant qu'un intrus se trouvait dans le bâtiment. Il lui a demandé d'inspecter une bosse suspecte dans le mur. Le mur avait été fragilisé par le retrait de briques de l'autre côté, au cas où le Special Air Service aurait besoin de le traverser, mais Locke a dit à Mohamed qu'il ne croyait pas que quelqu'un allait prendre d'assaut le bâtiment. Toujours méfiant, Mohamed a séparé les otages masculins et les a placés dans une autre pièce. Les hommes armés étaient tendus et agités pendant la majeure partie de la journée. Et à 13 h, Mohamed a dit à la police qu'il voulait parler à un ambassadeur arabe dans les 45 minutes, sinon il exécuterait un otage. 5 minutes avant la fin du délai, Locke a dit aux autorités que le chef du service de presse de l'ambassade avait été emmené au sous-sol pour être exécuté. 3 coups de feu ont retenti à 13h45. Cobra a ensuite ordonné au Special Air Service de se préparer à un assaut, même après avoir appris que jusqu'à 40% des otages pourraient être tués lors d'un assaut. Alors que le Special Air Service prenait position, les négociateurs de la police ont demandé à l'imam de la mosquée de Regent's Park de parler avec le preneur d'otages. 3 autres coups de feu ont retenti pendant cette conversation. Mohamed, plus frustré que jamais, a dit à la police qu'un otage était mort et que les autres seraient tués dans 30 minutes s'il refusait de satisfaire à ses exigences. Peu après, le corps d'Abbas Lavassani, chef du service de presse de l'ambassade, a été jeté par la porte d'entrée. Après avoir récupéré son corps, le Special Air Service a lancé l'assaut. 2 équipes, appelées Équipe Rouge et Équipe Bleue, ont mené l'opération Nimrod à 19h23. 4 membres de l'équipe Rouge ont descendu en rappel l'arrière du bâtiment. Simultanément, 4 hommes ont lancé une grenade assourdissante par la lucarne déverrouillée, synchronisée pour exploser avec les explosifs de l'équipe de descente en rappel. Cependant, l'action a été retardée quand un membre s'est retrouvé coincé dans sa corde. Avec l'aide d'un coéquipier, ils ont brisé une fenêtre avec leurs pieds, alertant immédiatement Mohamed que quelque chose se passait. Les équipes du Special Air Service ont utilisé des mastes pour entrer dans le bâtiment, mais dès leur entrée, un incendie s'est déclaré. Le soldat coincé dans les cordes a finalement été libéré et l'équipe bleue est intervenue pour faire exploser des charges sur la fenêtre du premier étage. Sim Harris venait tout juste d'entrer dans la pièce et a été forcé de fuir à nouveau, mais il a finalement été secouru à l'extérieur du bâtiment après avoir reçu l'ordre de passer d'un balcon du premier étage à un autre sous les yeux de la police, des journalistes et des manifestants en bas. Harris se souvient plus tard, je cite, « Il lançait des grenades et la pièce était en feu, alors j'ai dû ramper sur le balcon et j'étais prêt à sauter en fait. J'ai pensé, eh bien, si je pouvais m'en sortir avec une jambe cassée, ça irait. » Fin de citation. Locke, pendant ce temps, était maintenant au courant de l'arrivée du Special Air Service et il a plaqué Mohamed au sol pour empêcher sa fuite ou une attaque contre les troupes. Pendant l'altercation qui a suivi, Mohamed a été tué par un soldat du Special Air Service. D'autres équipes ont été envoyées pour nettoyer le rez-de-chaussée et la cave, tandis que, pris de panique, les hommes armés ont ouvert le feu sur les otages masculins séparés. 2 hommes ont été blessés et un autre, Ali Akbar Samadzadeh, est décédé. Les équipes du Special Air Service ont commencé à évacuer les otages, tandis que 2 des hommes armés ont tenté de s'échapper en se faisant passer pour des captifs. L'un d'eux a été abattu après avoir été poussé dans un escalier quand il a sorti une grenade. Au final, tous les hommes, armés sauf un, ont été tués. Toute l'opération n'a duré que 17 minutes. Fauzi Badawi Nejad était le seul homme armé survivant du siège de l'ambassade d'Iran. Né à Khouzistan, il a passé 2 ans dans l'armée iranienne avant de devenir docker.
En 1979, il a été témoin d'un événement connu localement sous le nom de Mercredi Noir, où des Arabes manifestants ont été assassinés par les gardiens de la révolution iranienne. Il s'est ensuite enfui en Irak, où il a obtenu l'asile et, comme il était bilingue et bien éduqué, il a obtenu un emploi auprès des services de renseignement irakiens, où il traduisait les émissions de radio iraniennes. Peu de temps après, Ilassier a été encouragé à participer au siège par le cheikh de Chalamcheh, qui s'est présenté comme le chef du mouvement politique des Arabes Ahwazi, la plus grande communauté arabe du Kirghizistan. Le 14 janvier 1981, Nejad a comparu devant le tribunal accusé de meurtre, de complot en vue de commettre un meurtre, de séquestration et de possession d'armes à feu avec intention criminelle. Il a plaidé non coupable de meurtre, mais coupable des autres accusations. Il a ensuite affirmé lors de l'interrogatoire que le plan avait été élaboré sous la direction des autorités irakiennes et que lui-même ainsi que les autres hommes armés avaient été mal informés sur la puissance et les ressources dont disposaient la police et l'armée britannique. Le journaliste Mustapha Akarkouti a exprimé des propos similaires, affirmant que les hommes semblaient mal préparés et mal informés au sujet des autorités britanniques. Nejad a été reconnu coupable de la plupart des charges et condamné à perpétuité avec un minimum de 25 ans de prison. Surnommé Fauzi en prison, il était un détenu discret et tranquille qui ne posait pas de problème. Il a finalement écrit à certaines victimes pour s'excuser du siège. Au début des années 2000, de nouvelles preuves ont été révélées, notamment des témoignages d'otages qui ont déclaré que Nejad avait refusé à plusieurs reprises de tuer et avait ainsi sauvé plus de vies que les autres hommes, ainsi que des informations concernant ce qu'on lui avait dit à propos du siège avant qu'il n'y participe. Il aurait apparemment reçu la promesse qu'un ambassadeur jordanien interviendrait avant que toute violence ne soit commise. Il a finalement été libéré de prison en octobre 2008 après avoir purgé 27 ans de détention. Il a été jugé qu'il ne représentait pas une menace pour la société et il a été autorisé à rester au Royaume-Uni. Le gouvernement iranien, quant à lui, aurait été soulagé de voir la fin du siège et a affirmé que les 2 otages tués lors de l'événement étaient des martyrs de la révolution. 4 mois plus tard, l'Irak a envahi l'Iran. La guerre Iran-Irak, qui a suivi, a duré 8 ans et a coûté la vie à des millions de personnes. L'ambassade d'Iran a été ravagée par l'incendie qui a suivi l'assaut et n'a rouvert qu'en 1993, 13 ans plus tard. Au cours des décennies qui ont suivi le siège, des dizaines de romans, d'émissions télévisées et de films ont été réalisés à ce sujet, comprenant des récits factuels et des histoires fictives inspirées par les événements. Produit en 1983, il y a même eu une figurine d'homme d'action conçue pour ressembler aux soldats du Special Air Service qui avaient pris d'assaut le bâtiment. Après l'assaut, retransmis en direct à la télévision par des journalistes à l'extérieur, le Special Air Service s'est retrouvé sous les projecteurs. Alors que le Special Air Service était autrefois perçu comme une entité vague évoluant en marge des connaissances du grand public, il était désormais largement considéré comme un groupe de héros et de brillants résolveurs de problèmes. Le chef de l'opération, Sir Général Michel Rose, aurait déclaré que le siège était la pire chose qui soit jamais arrivée au Special Air Service, notant que le monde entier connaissait désormais leur existence, ce qui allait à l'encontre de la nature du Special Air Service, censé être composé d'opérateurs spécialisés agissant dans l'ombre.